On aime bien la culture des autres. Pour moi, un entrepreneur, c'est quelqu'un qui a une vision. C'est quelqu'un qui observe le monde. Et c'est vraiment, pour moi, c'est quelqu'un qui a envie de changer le monde. Le Mali, c'était une agriculture agro-silvo-pastorale. On te Ok. disait que plus de 50% de l'économie malienne, c'était sur l'agriculture. Moi, j'ai grandi en quartier, comme je t'ai dit, et j'ai été amené à faire des bêtises, des choses qui m'ont amené en garde à vue. Je me suis promu ce jour-là, j'ai dit, Inch'Allah, je sais pas comment je vais faire, mais il faut que je rende fier ma mère, par tous les moyens. Comment, toi, dans ton quotidien, tu arrives à faire le jumelage entre la foi et la quête du gain? Parce que la réussite dépend d'Allah subhanahu wa Ouais. ta'ala. Salut, bienvenue sur Djanjo, le podcast qui vous connecte avec les personnalités qui vous inspirent au quotidien. Aujourd'hui, je suis avec un entrepreneur, un coach. Il a lancé le concept de boxeur de doute. Donc, il mêle à la fois mental, entrepreneuriat et spiritualité. Donc, on va découvrir ensemble le parcours, le Djanjo de Mohamed TV. Salam alaikum, Mohamed. Alaykoum salam, ça va ou quoi? Oui, ça va, Tu ça vas va bien? très très bien. Et toi? Alhamdulillah, déjà je te remercie. Ça fait un moment qu'on échange et qu'on essaye de se mettre en place, programmer. Et voilà, tu es quelqu'un de déterminé. Il faut le reconnaître, alhamdulillah. Merci beaucoup. Et donc, de là, je suis vraiment très content d'être là. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala qui nous assiste Amin, ya Rabbi. dans cette assise pour Ah qu'on bah, puisse, ce qu'on dise, puisse être profitable Ok. aux gens qui nous écoutent. Merci beaucoup. Donc, on est d'accord, tu confirmes qu'on s'est pas dit qu'on va porter de boubou aujourd'hui. Non, pas du tout. Pas du tout. Après, voilà, je Ça pense fait une que... coïncidence, hein. Ouais, après, ça fait partie... C'est très beau d'ailleurs. Merci beaucoup. Donc ça, Ouais. c'est une sœur qui fait ça, qui s'appelle Mariam Dekapari. Ok. Donc ceux qui sont intéressés. Mais je pense qu'il est important aujourd'hui de pouvoir représenter ce qu'on est. Exactement. Il y a beaucoup de gens, surtout de notre communauté, je pense que la plupart des gens qui vont écouter, c'est des Westaf, ou en tout cas des Africains. On aime bien la culture des autres. Hein, et surtout là, aujourd'hui, avec la mondialisation, on a l'impression que ce qui est chez l'autre est meilleur. Ouais. Et on regarde pas assez ce qu'on a, le Exactement. patrimoine qu'on a, la culture qu'on a qui est riche et qui est magnifique. Et je pense que c'est à nous de faire ce travail-là, de représenter ce qu'on est. Mais aujourd'hui, je pense que le travail est en train d'être fait par la Mm. nouvelle génération. Quand je regarde surtout le côté ouest africain, plus particulièrement au niveau du Mali, du Sénégal, la Côte d'Ivoire, on voit que de plus en plus, les jeunes, ils s'affirment avec les identités culturelles, en relation avec leur spiritualité, parfois aussi. Parce que la culture n'est pas une négation de la foi exactement. Aussi, Pas du tout, pas du tout. Hein. le souligner. Allah, il a fait tous ces peuples pour qu'on s'entreconnaisse. C'est un verset du Coran. Exactement. Donc, c'est pour ça que on doit représenter cela. Tu vois, moi, j'étais au Maroc et j'ai porté un vêtement avec du bogolan. Et quand j'étais au Maroc, les gens étaient très contents. Ils me demandaient beaucoup, mais c'est quoi? Et ils touchaient. Tu connais la texture du. Ouais, c'est très, très authentique. C'est très authentique, c'est naturel, c'est pur. Et donc, ça questionne les gens. Et donc, ça te permet de parler de qui tu es. Et c'est magnifique. Je trouve ça extraordinaire. Ok. Bon, je pense qu'on a déjà commencé le podcast, mais d'habitude, je commence avec la présentation. Je sais qu'aujourd'hui, tu n'es quelqu'un de qu'il faut plus présenter dans la communauté, mais pour la forme, est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui te connaissent pas et pour ceux qui te connaissent déjà? Ça sera un rappel, comme on dit, le rappel profite aux croyants. Et technique, hein? Alhamdulillah. Donc, ouais, je me présente Mohamed Sibi, musulman, la chose de laquelle je suis le plus fier, qui a changé ma vie, alhamdulillah. Je suis africain, amoureux de l'Afrique. Je suis malien, d'un papa soninké, d'une maman bambara. Ok. Je suis français aussi. Je suis né en France, j'ai vécu en France et je parle le français. Et j'aime beaucoup la France, alhamdulillah. Je suis entrepreneur. Donc, alhamdulillah, là, il m'a facilité. J'entreprends depuis 2009. J'avais 22 ans quand j'ai commencé à entreprendre. Donc, c'est quelque chose que j'aime beaucoup et qui aussi m'a permis d'évoluer, m'a beaucoup blessé, m'a fait beaucoup de choses. On aura l'occasion d'en parler. Mais tout ça pour se développer, pour avancer, pour grandir. Je suis papa, marié, 3 enfants maintenant, alhamdulillah. Et puis, voilà ce que je peux dire. Et puis aussi, je suis fondateur d'une académie islamique
où l'idée est de transmettre des connaissances afin de permettre aux personnes d'évoluer personnellement, professionnellement D'accord. et spirituellement. Merci beaucoup. Donc, ça fait beaucoup de choses à la fois et ça révèle l'homme que tu es aujourd'hui. Bon, beaucoup, je sais pas, mais je pense que chacun, son mode de fonctionnement, sa Exactement. vie, parce que peut-être, il y a des gens, ils vont peut-être regarder ça, ils vont se dire, waouh, c'est beaucoup et tout. Alors que pour moi, honnêtement, c'est rien. Il y a des gens qui ont fait beaucoup plus que moi. Mais ça dépend des types de personnalités. D'accord. Et quand tu te connais bien, on pourra en parler après en tant qu'entrepreneur, mais quand tu te connais bien, tu sais là où tu es bon, eh ben, tu te concentres sur ça et tu délègues le reste. Exactement. Et ça te permet de faire pas mal de choses Ouais. d'une manière assez naturelle. Exactement. Mais, tu es aussi cofondateur des Mensa. Exactement. Mais donc, tu sais, qui suppose que tu connais bien Django. Parce qu'on est sur le podcast Django. Est-ce Yes. que tu connais le terme Django? Non, je connais pas le terme Voilà, Django. d'accord. Pour toi et pour tous ceux qui vont nous regarder, Django, c'est une glorification. Oh, ok. C'est un titre qu'on glorifie. C'est beaucoup plus utilisé par les griots, les djélis, pour glorifier les vaillants du monde, et ceux qui ont été braves sur les champs de bataille, ceux qui ont contribué beaucoup plus dans la société. Aujourd'hui, à travers ce podcast, je l'ai délégué aux entrepreneurs. Donc, pour moi, c'est vraiment ces personnes-là qui font les nations aujourd'hui, qui bâtissent des grands pays, des grandes villes aujourd'hui. Et en même temps, on essaie de donner la parole à tout le monde un peu. Aujourd'hui, on prend les entrepreneurs, des journalistes, des politiques, en tout cas, tout ce qui concerne la société pour qu'on essaie d'en parler un peu dans le quotidien. Magnifique. Et pour débuter, j'aimerais commencer d'abord par ton parcours, qui est l'essence même de ce podcast, donc qui peut permettre de dévoiler l'homme que tu es aujourd'hui, mais ce par quoi tu es passé. Donc, est-ce que tu peux nous parler un peu de ton parcours, ton enfance, ta scolarité, de façon générale? De façon générale, donc moi, comme j'ai dit, je suis né en France. Je suis grandi en banlieue. Donc, moi, j'ai grandi à Bagneux, dans le 92 à Bagneux. C'était juste à côté d'une cité. On n'était pas vraiment dans une cité, c'était avenue Pasteur. Et ça va, j'ai connu une enfance, franchement, on était beaucoup de communautés Westaf dans la zone. Et donc, on avait les soirées et tout ça, toutes les familles. Et déjà, ça, franchement, j'en garde un très, très bon souvenir. Quand j'étais à Bagneux, vraiment, toutes ces familles avec qui on était, on a tous grandi ensemble. Et avant, c'est pas comme maintenant où, par exemple, moi, mes enfants, j'ai un petit peu peur de les laisser sortir et tout ça. Mais nous, avant, on sortait beaucoup. On était vraiment, nos parents nous faisaient confiance très tôt. Ils nous envoyaient faire vraiment des courses très tôt et tout ça. Donc, voilà, j'ai grandi dans cet environnement-là. Après, moi, personnellement, l'école, c'était un peu compliqué. C'était compliqué pour moi, l'école. Donc, j'avais certaines problématiques, que ce soit au niveau du langage. J'ai commencé à parler à l'âge de 5 ans, par exemple. C'était quelque chose qui n'était pas facile pour moi. Je voyais beaucoup d'orthophonistes. J'avais beaucoup de problèmes et de grosses difficultés à l'école au niveau de l'écriture et pas mal de choses. Et qui est devenu un grand orateur aujourd'hui. Bon, je sais pas, orateur. Mais les gens nous diront en commentaire. Mais voilà, en tout cas, c'était pas facile. Toujours des rendez-vous. Et je remercie ma mère parce que ma mère était là à tous les rendez-vous. Ça lui prenait du temps. Et donc, ça a été quand même, au niveau du scolaire, c'était très, très compliqué. Vraiment, ça a été compliqué. Et ensuite, j'ai grandi. On a déménagé. On est parti dans la ville du Kremlin-Bicêtre. Et là, vraiment, je suis rentré dans une cité. Donc là, vraiment, c'est quand même un changement qui est très important. Entre où j'ai grandi, c'est vrai qu'on était à côté d'une cité, mais c'est pas pareil que quand tu es dedans. Donc ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup impacté. C'était difficile parce que réussir à se faire accepter dans cet environnement-là, ce n'est pas quelque chose de facile quand tu n'as pas grandi avec les personnes. Donc, beaucoup de bagarres, beaucoup d'agressions, c'était pas facile. Et un jour, il y a un grand du quartier qui s'appelle Larbi, qui était champion de boxe française, qui était quelqu'un qui était grand, qui était très, très fort, et qui m'a dit que ça pouvait pas continuer comme ça. Il fallait que j'apprenne à me défendre. Et donc, il m'a enseigné la boxe. Et c'est pour ça aussi, tu vois, ce nom de boxeur des doutes, parce que depuis que je suis tout petit, ça, déjà, c'est quelque chose qui m'a sauvé, qui m'a aidé, et m'a permis de pouvoir m'affirmer dans ce monde qui se veut un petit peu des fois comme une jungle, qui se veut un petit peu comme dans une jungle. Et il y a beaucoup de virilité à l'époque dans la cité, donc il fallait être soi, il fallait pouvoir se défendre. Il fallait pouvoir se défendre. Et moi, tu vois, comment j'ai grandi, alhamdoulilah,
je pense, je suis quelqu'un d'assez gentil. Voilà, je suis quelqu'un qui n'aime pas faire de bruit. Je suis tranquille. J'aime beaucoup rigoler. Tu vois, moi, quand je suis petit, j'aime beaucoup, 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 beaucoup rigoler. Et j'étais pas confronté vraiment à la violence, tu vois. Et donc, voilà, donc j'ai grandi un peu comme ça. Et après, je suis allé, au niveau des études, je suis allé jusqu'au bac pro. Ouais. Avec beaucoup de difficultés. Mais je suis arrivé jusqu'au bac pro et honnêtement, je faisais les études. C'était plus pour plaire à mes parents. Voilà. Moi, j'ai trouvé aucun intérêt, personnellement. Mais, voilà. Pour les parents, on fait des sacrifices. On se dit, bon, il faut que je fasse cela. Mais quand je suis arrivé, alors avant ça, c'est que quand j'étais au lycée, je me suis fait virer de 4 lycées. Ouais. C'est-à-dire que je faisais pas une année scolaire dans un lycée. Ah ouais. Ouais. Et faute de quoi? Faute de comportement, faute de désintéressement. Voilà, je ne critique pas le système scolaire, mais c'est pas adapté à des gens comme moi, tu vois. Des gens comme moi qui sont plutôt atypiques et qui ont une manière de penser, de réfléchir qui n'est pas, on va dire, dans la norme de ce qui se dit, tu vois. Bon, moi, c'est très différent comment je pense, comment je réfléchis. Aujourd'hui, je l'ai accepté, hein, ce côté-là. Et je vois mes enfants aussi. Je vois mon fils. Tu vois, on a été chez la psychomotricienne et je me reconnais beaucoup à mon fils, Hussein, qui a pas mal de problématiques aussi, comme j'avais. Mais avant, il n'y avait pas les mêmes aides. Mais aujourd'hui, je vois que, voilà, les choses se sont plutôt améliorées. Voilà, les choses sont plutôt améliorées, mais je vois que, voilà, il y a des traits de caractère qu'il a, que j'ai encore et que j'avais, des troubles du comportement, tu vois, de l'attention, des troubles de l'attention. On dit aujourd'hui TDAH, hein, ce genre de choses-là. Je sais que, voilà, c'est des choses qui font ce que je suis, mais c'est différent, en fait. Exactement. Tu vois, avant, tu t'en veux parce que tu n'arrives pas à avoir les bonnes notes, etc. Mais en fait, en vrai, c'est que je suis une personne atypique qui est différente et que je dois faire avec ce qu'Allah m'a donné, en fait. Et si j'ai ça, c'est ça. Ok, donc ça, tu l'as compris très tôt parce que à 22 ans déjà, tu as commencé à entreprendre, à pouvoir tracer ton chemin à toi seul et à te créer un business. Alors, d'abord, avant de rentrer dans tout ça, est-ce que tu as une définition d'un entrepreneur aujourd'hui? Avec l'expérience que tu as vécue. Aujourd'hui, si on t'a dit de définir un entrepreneur, pour toi, c'est quoi un entrepreneur? Je vais pas répondre comme ça. Je me suis jamais vraiment posé la question parce que je pense qu'un entrepreneur, on avance et on chemine. Mais pour moi, un entrepreneur, c'est quelqu'un qui a une vision. C'est quelqu'un qui observe le monde. Et c'est vraiment, pour moi, c'est quelqu'un qui a envie de changer le monde. Un entrepreneur, c'est quelqu'un, tu sais, aujourd'hui, on a beaucoup mis l'entrepreneuriat avec l'argent, alors qu'en vrai, la plupart des entrepreneurs, ils gagnent pas d'argent jusqu'à des 3 ans, 5 ans, 10 ans d'entrepreneuriat. Donc vraiment, si on se dit aujourd'hui, moi, je veux devenir entrepreneur parce que je veux être riche tout de suite et tout ça, je déconseille parce que c'est pas vrai. C'est très compliqué. Par contre, sur du long terme, oui. Mais pour cela, donc un entrepreneur, c'est quelqu'un qui veut changer le monde et en fait, il a une vision. Il a une vision claire de ce qu'il veut lui apporter. Et donc, par sa vision, il fédère des gens autour de lui qui sont meilleurs que lui pour pouvoir concrétiser cette vision. Et cette vision, bien sûr, qui, Inch'Allah, va ramener de l'argent, de l'impact, etc., etc. Mais moi, je vois un peu comme ça aujourd'hui. Ok, mais à 22 ans, pourquoi tu t'es lancé? Quel a été ton leitmotiv? Alors, à 22 ans, c'était pas du tout ça. Ok. À 22 ans, non, pas du tout. J'avais pas de vision. À 22 ans, c'est que je vois qu'au niveau de l'école, j'y arrive pas. À la maison, c'est pas tout rose, c'est compliqué. Il y a plus besoin d'argent, en fait. Et pour être honnête avec toi, moi, j'ai grandi en quartier, comme je t'ai dit, et j'ai été amené à faire des bêtises. Des choses qui m'ont amené en garde à vue, tu vois. Et un jour, j'étais en garde à vue et ma mère est venue. C'est la première garde à vue d'ailleurs, hein, parce que c'était la première, j'étais mineur. Et pour quelque chose par contre, j'avais pas fait quelque chose de fou, mais bon. Malheureusement, je me suis fait attraper, je suis allé au commissariat, ils m'ont mis les menottes et tout ça, c'était la première fois. Et quand t'es mineur, il faut qu'ils appellent ta mère, enfin tes parents, pour qu'ils viennent te chercher. Et ma mère est venue me chercher. J'ai vu le désespoir, la gêne, la tristesse. Vraiment, j'ai vu tout ça dans son regard, tu vois. Ça m'a beaucoup touché. Ça m'a beaucoup touché parce que je me suis dit, en fait, moi, je suis là, je suis en train de faire ma vie, je suis en train de penser à moi, je fais ce que j'ai à faire,
mais je suis un peu égoïste dans le sens que je ne pense pas à ma famille. Je ne pense pas aux sacrifices qu'ils ont fait pour qu'on soit en France, pour qu'on puisse avoir cette vie, une meilleure vie que eux. Et je me suis promis ce jour-là, j'ai dit, Inch'Allah, je ne sais pas comment je vais faire, mais il faut que je rende fier ma mère, par tous les moyens. Et ça, après, c'est resté dans ma tête comme ça. Et donc, à l'école, j'ai vu que bon, ça marche pas. J'ai dit quoi? J'ai dit bon, je regarde aussi autour de moi. Je vois qu'il y a beaucoup de gens qui vont en prison. Moi, j'ai pas, alhamdoulilah, j'ai pas encore été, j'espère pas, mais qui vont en prison ou qui, par la drogue, deviennent fous, vont en hôpital psychiatrique ou, pour les pires, meurent. Donc, quand je regarde aussi ça, je me dis, en fait, le chemin que j'entreprends aujourd'hui ne peut m'amener que dans ces trois choses-là. Il n'y a pas d'autre issue. In fine, il n'y a que 3 issues. Non, il y a 3 issues. Soit tu meurs. Soit c'est la tôle ou tu deviens Soit c'est fou. la prison. Soit tu deviens fou. Et tu vas en hôpital psychiatrique. C'est ce qu'on voit aujourd'hui. S'il y en a qui connaissent d'autres, j'aimerais bien savoir, mais pour l'instant, ceux qui suivent ce chemin-là, c'est ça qui vous attend. Et la tristesse et le malheur. Et je le surtout, vois aujourd'hui avec toutes les personnes de ma génération. Ceux qui se sont rangés, alhamdoulilah, aujourd'hui. Ils ont fait une famille, ils ont avancé, ils ont cheminé. Ceux qui ne l'ont pas fait, aujourd'hui, ils sont tombés dans l'alcool et ils sont dans des états catastrophiques. Mais ça, c'est la partie la plus visible de l'iceberg quand on emprunte ce chemin-là. Mais il y a une chose que tu m'as dit, que tu as dit tout de suite, c'est en fait la souffrance qu'on inflige à la famille. Oui. Surtout à nos mamans. Oui. Ça, beaucoup le voient pas. Beaucoup Mais le voient pas. Pour moi, c'est ce qui fait le plus mal. Mais bien sûr. Mais imagine-toi. Nous, je parle en tant que Malien. Tes parents, ils sont au village. Ils sont en galère. Ils commencent à venir à la ville. Ils vont à Bamako, dans notre cas. Pour essayer de travailler. Mon père, il est à la caille. Pour essayer de s'en sortir eux-mêmes déjà. Ensuite, ils ont une opportunité. Tu sais, surtout dans la communauté Soninké, il y avait quelque chose. Et puis, tu pouvais faire venir les frères et sœurs. Voilà. Et tu pouvais faire venir les frères et les sœurs en France, etc. Exactement. Et ils arrivent en France. Ils parlent pas la langue. C'est dur. Ils dorment chez les gens. C'est compliqué. Ils trouvent un travail. Mais l'argent, comme tu connais les gens de notre communauté, ça va beaucoup aussi au bled. Au bled aussi, on leur met une certaine pression. Et donc, après, ils ont des enfants. Il faut s'en occuper. Les enfants aussi, c'est compliqué parce que nos parents ne connaissent pas trop le système. Donc, nous, on essaie de se débrouiller comme on peut. Et la plupart de nos parents, ils font pas mal d'enfants. Et donc, de tout ça, après, c'est compliqué, en fait. C'est difficile. Et tu te dis que j'ai fait tout ça. Tout ça, là, j'ai fait tous ces sacrifices-là pour que mon enfant, il tombe dans la drogue. Ouais. J'ai fait tous ces sacrifices-là pour que mon enfant me manque de respect, m'insulte. Or que eux, ils ont le schéma de leur vie avant. Qu'ils peuvent même pas regarder dans les yeux leur père ou leur mère. Et aujourd'hui, ils voient que nous, on dit, ouais, vas-y. Elle est relou, celle-là. Ouais. Hein? Tu vois? Non, mais on le dit, c'est pas marrant, mais quand on le dit, c'est pas marrant, mais en fait, la c'est société- fou. Exactement. C'est fou. Et tout ce qui nous regarde, surtout les jeunes. Mais qu'est-ce que vous voulez dans votre vie? Vous voulez quoi? Une mère, c'est une tout. Surtout, en fait, là, Vous voulez avoir une vie remplie de problématiques? Vous voulez mal vivre? La baraka, c'est les parents. exactement. Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, il a dit وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Ouais. Après son adoration, sans rien lui associer. Servir Allah sans rien lui associer. Souvent dans le Coran, plusieurs fois. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Et de ça, Inch'Allah, tu auras la baraka. Et tu sais, nos parents nous parlent beaucoup de baraka. Et des fois, on dit, ouais, bon, vas-y. En fait, Moi, la parce baraka, que- je cherche la baraka d'Allah. Exactement. Les parents. Mais en fait, si, ça a un impact. Surtout que la baraka, c'est pas quelque chose de tangible. Donc, forcément, Exactement. on se met à contredire, on se dit, ouais, ça, c'est juste des philosophies. Mais pourtant, c'est Pour réel. manipuler et Ouais, tout ça. c'est ça. Mais c'est réel. C'est réel parce que quand tu regardes les histoires, tu poses la question, moi je pose la question à des entrepreneurs ou à des personnes qui pour moi ont réussi, parce qu'il n'y a pas pour que les entrepreneurs qui réussissent. Chacun va donner sa définition de la réussite. Exactement. Mais quand tu vois une personne quand même qui est assez bien dans sa vie, tu te demandes, à 99%, la personne était bien avec ses parents. La personne était à côté de ses parents.
La personne servait ses parents. Et de là, il a eu cette baraka qui l'a accompagné et aidé dans sa vie. Wallahu a'lam. Ouais, c'est ça. Mais très tôt, tu as compris que ton combat, qui est très, très personnel, a d'autant d'utilité publique. Donc, très tôt, tu t'es mis avec les frères où vous avez essayé de faire des choses, d'où la création de Monsa, si je ne me trompe pas. Mansa. Voilà, donc c'est pour essayer de changer un peu la mentalité, faire des éducations, faire du développement personnel. Donc, à quel moment tu t'es dit, tu t'es senti que voilà, ça, c'est quelque chose qui me touche, mais que ça touche aussi la communauté. Est-ce que, voilà, qu'est-ce que je peux faire tout de suite pour qu'on puisse changer la donne? Yes. Non, merci de poser cette question-là, de me donner cette opportunité. Déjà, ça commence moi en 2018. On va dire même d'abord en 98. En 98, ma mère fait l'effort, et un effort incroyable, de nous tous nous ramener au Mali. Okay. C'est-à-dire, elle se dit, ça fait plus de 10 ans que je suis en France, j'ai pas vu mes parents, mes enfants n'ont pas vu mes parents, et mes enfants doivent connaître le Mali. Mes enfants ne sont pas que des Français. Ouais. Ils sont français, ils sont nés en France, mais ils sont aussi maliens. Ils ont une culture malienne. Et donc, elle fait les tantines, elle fait tout ce qu'elle a à faire pour cela. Et elle nous ramène au Mali, en 98. C'était incroyable. Tu vois, quand tu regardes l'Afrique, la France, c'est totalement différent. Mais j'ai beaucoup aimé. Cette différence-là, j'ai aimé. Cette solidarité, cette connexion qu'il y avait entre les gens. On était beaucoup ensemble, sachant qu'en Occident, on est beaucoup chacun dans son appartement. Mais là, tu es dans le 3e carré. Moi, ma mère a grandi à Djilibougou, 3e carré. Et il y avait une famille qui avait une télé. Dans le carré, il y avait une famille qui avait une télé. On allait tous regarder la télé, tu vois. C'est peu. Mais voilà, c'est une ambiance qui est c'est une ambiance incroyable, tu vois. Et il y avait un ballon aussi. Et on s'amuse, on joue avec. Je me rappelle, c'est moi qui avais ramené le ballon et je l'ai laissé là-bas. Donc, j'ai aimé. Ça m'a fait aimer. Après, là, si je suis petit, je repars 20 ans plus tard, en 2018. Et là, je retourne avec... c'est mon père qui prend... Là, maintenant, c'est mon père qui prend la décision. Il dit, il faut qu'on aille tous au Mali, toutes les familles. Vous venez avec vos enfants, on s'organise, on fait ça. C'était très difficile parce qu'on était quand même pas mal. Mais alhamdulillah, par la grâce d'Allah, ça s'est fait. Mais là, je suis déjà entrepreneur. Donc, j'ai une autre vision des choses. C'est-à-dire que, tu as vu, l'entrepreneur, c'est maladif chez lui. Hein, il regarde tout dans les détails et cherche les problèmes. Tu vois? Et cherche les problèmes. Et donc, moi, quand je regarde le Mali, déjà, je fais un constat. Le Mali que j'ai laissé, de 98 à maintenant, il n'a pas évolué. En tout cas, d'un regard, j'ai pas le truc de ça a évolué. Ça m'a choqué. Ensuite, je regarde les différents business, commerce. Et il faut savoir que moi, j'ai la vision de l'Occident parce que je suis en France. Donc, je vois certaines choses. Je ne dis pas que le Mali doit devenir comme la France et à ce niveau-là, mais quand je vois la distance, c'est quand même assez impressionnant. En termes de développement. En termes de développement. Ensuite, je regarde aussi au niveau de l'alimentation, ce qu'on est en train de manger. Je mange des oranges, des trucs, pour moi, honnêtement, qui ne sont pas bons. C'est pas bon. Et je pose la question, à chaque fois, je demande, mais ces fruits-là et ces légumes-là, ils viennent d'où? Et à 90%, ça vient de l'extérieur. Ça vient de Espagne, ça vient du Maroc. Non, mais ça, c'est pas forcément au Mali. Bon, la provenance, des fois, c'est un peu compliqué, mais par exemple, ces petites cultures, généralement, c'est des plantations qu'on a dans les villages, dans les petits villages, où aujourd'hui, Bamako s'est agrandi. Sinon, avant, nos grandes-mères, nos arrières, ils avaient leurs petits champs. Ok, donc, mais puis, moi je parle de la plus grande. Moi je te parle de la consommation aujourd'hui, de ce qu'on consomme le plus au Mali. Ça vient de Mali ou ça vient de l'extérieur? Non, ça vient de l'extérieur. La majorité. Parlant de légumes, c'est beaucoup plus au Mali. Ouais. D'accord. Après, j'étais plus impacté, si tu veux, par les fruits. C'est vraiment les fruits, les oranges, les trucs comme ça m'a beaucoup impacté. Oui, l'orange, par contre, n'est pas une plantation malienne. Ça vient beaucoup plus du Maroc ou un peu des pays où c'est plus mais c'est développé. Pas bon. Ouais. En tout cas, pour moi, c'est pas au goût. Et en tout cas, quand je regarde aussi, en vrai, si tu regardes aujourd'hui au Mali, la terre qu'on a et l'agriculture qu'on fait, il y a une distance, en fait. Toi, tu es en France en ce moment. Si tu sors de la région parisienne, dès que tu sors de la région parisienne, sur la route, qu'est-ce que tu vois? Non, c'est magnifique. Tu vois que des champs. Donc, ils exploitent tout, en fait, une grande majorité du territoire. Donc, c'est juste ça que je dis, tu vois. Non, mais c'est réel parce que, par exemple, moi,
Ça c'est moi, hein, c'est récent. Quand nous, on apprenait l'économie du Mali à l'école, le Mali, c'était une agriculture agro-silvo-pastorale. On te disait que plus de 50% de l'économie malienne, c'était sur l'agriculture. Mais aujourd'hui, ça a disparu. Voilà. On a complètement abandonné l'agriculture au profit d'autres secteurs qui n'ont pas aussi évolué. Et aujourd'hui, le plus important en termes de souveraineté, parce qu'on parle chez nous beaucoup de souveraineté, le numéro 1 de souveraineté, c'est ce que tu manges. Il faut savoir produire ce que tu manges. Voilà. Et nous, aujourd'hui, on n'est pas en phase avec cela. Et pourtant, il y a une chose aussi que tu as souligné. Quand tu vois le potentiel agricole du Mali, c'est ça que je veux dire. Il y a plus de 80% des terres qui sont arabes. Et l'office du Mali, rien que l'office du Niger, ça c'est à Ségou, ça peut nourrir toute la zone ouest africaine en termes de riz. Mais aujourd'hui, quand on voyage, il y a des gens qui ont fait des témoignages qui trouvent le riz malien à l'Occident. Et pourtant, le malien lambda ne sait pas c'est quoi le riz malien. En tout cas, il y a en gros en tout cas, moi, c'est comme ça que ça a commencé. C'est comme tu m'as demandé comment c'est arrivé, moi, ça. Oui, déjà, ça a commencé par ça. Ouais. Et donc, cette envie de se dire comment moi, je peux contribuer justement au développement du Mali. Ouais. Subhanallah, c'est pas, à ce moment, c'est comme si ça vient de mon cœur comme ça. C'est-à-dire, c'est l'amour du Mali, malgré que je vois ça, ça vient. Et cette notion de développement, mais après, avec le temps, je comprends pourquoi. Parce que pour moi, le développement, que ce soit de soi, que ce soit de la spiritualité, de toute chose, c'est important. Et je cherche toujours comment développer les choses. Mais en tout cas, voilà, c'est venu comme ça. Maintenant, j'ai commencé à entreprendre certaines choses. Donc, j'ai fait de l'agriculture. Je suis parti me former au Sénégal. Je me suis formé et tout ça. Je suis revenu au Mali. Il y a pas mal de petites choses que j'ai mis en place. Mais j'ai vu que, en tout cas, moi, tout seul, comme ça, là, avec mes petites mains, le petit argent que j'ai, ça peut peut-être nourrir moi et ma famille, mais tu sais, vraiment faire quelque chose de plus intéressant. Comme j'entreprenais à côté, je me suis pas concentré vraiment à fond dessus, mais c'est toujours là, alhamdoulilah, aujourd'hui, on a un peu plus développé. Je suis demandé au Sénégal pour donner une formation sur le leadership, la prise de parole, vraiment aider des entrepreneurs à pouvoir parler de leurs projets, débloquer surtout, hein, comme tu as dit, moi, c'est le boxeur des doutes, aller briser des barrières mentales qui vont empêcher les gens d'avancer, de cheminer dans leur business. Je ne dis pas réussir, parce que la réussite dépend d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et d'amener aussi ce côté spirituel. D'amener ce côté spirituel dans, par exemple, je donne une notion, cette notion de tawakkul, pour moi, l'entrepreneur doit vraiment être dans cette énergie du tawakkul, dans je fais les causes. Alors attention, parce qu'il y a des gens, ils comprennent le tawakkul comme si je laisse à Dieu. Non, t'inquiète, on va y arriver. Toi, tu veux pas partir sans qu'on parle de tawakkul, de la foi et le jumelage entre l'entrepreneuriat et la foi. Ouais. Les aider sur cela, qui placent leur confiance en Allah, et que les résultats, ça dépend d'Allah. Ouais. C'est là que, comme ça, l'entrepreneur, il arrive à être tranquille. Parce que si l'entrepreneur pense que les résultats viennent de lui et qu'il commence à être dans l'ego, c'est compliqué, mais on pourra revenir dessus parce que même cette notion d'ego en tant qu'entrepreneur, elle est très importante. Il y a un livre que je lisais récemment où on dit l'ego est l'ennemi. Et quand tu commences à le lire et tu le comprends, c'est impressionnant. Mais bon, c'est un autre sujet. Et donc, et là, je vois qu'il y a plusieurs Africains, Mali, Mauritanie, Sénégal, Côte d'Ivoire, qui, on va dire, c'est la première fois que je rencontre des gens, et je remercie Marie, autour de Marie, c'est elle qui m'avait invité. C'est là où j'ai rencontré aussi Assitane. J'avais vu avant, mais c'est là où j'ai vraiment voyagé avec elle. On a échangé d'ailleurs. Salam alaikum, Assitane. J'espère que tu vas bien. Maliba. Donc voilà, salam à la famille. Et voilà, en accompagnant ces entrepreneurs, je me rends compte, waouh, il y a des entrepreneurs, ils sont comme nous. Ils ont envie de contribuer, d'impacter l'Afrique. Déjà, ça reste dans ma tête. Et donc, un jour, j'ai réfléchi comme ça, et puis on voit tout ce qui se passe au Mali. Tu sais, il y a eu beaucoup de changements ces derniers temps, et tout ça, avec aussi le Sénégal. Il y a beaucoup de changements quand même qui se passent en Afrique de l'Ouest. Et je regarde la communauté, nous, en France et tout ça. Je regarde les autres communautés. Les Pakistanais, les Indiens, les Maghrébins, les Turcs. Toutes ces communautés-là. Je regarde, j'observe de l'extérieur. Les Libanais, qui tu veux. Mais il y a un truc que je vois. C'est-à-dire que eux tous, ils font du business. Eux tous, ils avancent. Eux tous, ils cheminent. Eux tous, ils font l'argent, ils grandissent. Il y a un entrepreneur turc qui a dit, c'est le voisin de mes parents, au Kremlin, il a dit à mon frère, il a dit, vous, le problème, il dit que des fois, dans votre comité, des fois, vous essayez de faire des business, des petits business.
Il dit, alors que nous, on veut acheter des rues. Nous, c'est-à-dire, nous, quand on vient dans une rue commerciale, on veut toute la rue. Tu vois, juste pour expliquer un peu l'état d'esprit. Et je me dis, mais, je dis, en fait, si on a envie d'évoluer, il y a plusieurs choses. Et aussi, il y a une autre chose que je vois chez eux. La première chose, ils se mettent ensemble. Ils se mettent ensemble. Ils savent qu'ils ne peuvent pas réussir seuls. Ils le savent très, 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 très bien. Je sais pas pourquoi nous, on le sait pas. Hein. Mais en tout cas, ils le savent très bien. Qu'ils n'ont pas d'autre choix que de se mettre ensemble. Même si, alors, parce que des fois, on dit se mettre ensemble, on dirait qu'il n'y a pas de problématique. Mais c'est comme une famille qu'on se met ensemble. Exactement. Dans une famille, il y a des problématiques. Et donc, il y a des choses à truc, mais je vois que tu as envie de communiquer. Non, mais en fait, j'ai pas envie de te couper parce que tu aimerais un peu revenir à l'histoire de Mansa. Mais cette partie, il faut vraiment qu'on les souligne. C'est-à-dire que. Mais ça fait partie de Mansa. Hein. Oui. Parce que ça fait partie de Mansa. En Afrique ou dans notre communauté de façon générale, quand on demande à ce que entre frères, dans la famille ou en connaissance, je connais tel pote, on les amène, on fait du business ensemble, il y a un stéréotype qui se dit, ouais, quand on se met ensemble, entre Africains, le business, ça marche pas. Quel est toi, ton regard face à ça? Mon regard face à ça, déjà, la première chose qui me vient, c'est comment on a grandi. Nous, en tout cas, surtout les francophones. On a grandi avec des parents qui ont beaucoup envoyé leur argent au bled pour faire des maisons, pour faire des business, pour essayer de faire des choses pour gagner de l'argent. Et on est petit, on est à côté de nos parents et qui sont toujours là, en train de critiquer, d'insulter, de mal parler. Ouais, ils m'ont pris mon argent, ils m'ont volé, ils m'ont ceci, ils m'ont cela. Donc, que tu le veuilles ou pas, de manière, quand t'es petit, ça t'impacte. Ah, les Maliens, vraiment, c'est pas la peine. Le subconscient, ça garde les informations. Les Maliens, c'est pas la peine, etc. Tu entends des paroles comme ça, négatives. Donc déjà, ça, de manière consciente ou inconsciente, ça tue. Farafi, on peut rien faire avec eux. Non, mais c'est vrai. Et tu sais, il y a un autre truc très rapidement que je dis, c'est la manière comment les parents aussi parlent aux enfants. Je suis désolé, les parents. Wallahi, on vous aime de tout notre cœur. Mais je donne un conseil. Faites attention à comment vous parlez à vos enfants. Ça va les impacter sur leur confiance, sur leur estime, sur leur amour de eux-mêmes. Tu sais, les Maliens, moi je parle de Maliens, bon, je suis Malien, c'est comme ça que j'ai grandi. Ouais, non, mais les insultes, Bambara, moi, parce que ma mère est Bambara, donc ça veut dire que moi je comprends plus le Bambara et tout ça, et elle nous a toujours parlé en Bambara, même notre père parle en Bambara. Comme tu sais, les Soninké, la plupart du temps, ils parlent tout. Les Soninké, ils sont 4 Non, mais au Mali, on parle le Bambara, c'est la langue nationale. Donc. Et donc, quand t'entends les insultes en Bambara, je vais pas les dire là parce que non, c'est violent, mais en français, ça, c'est plus léger. Non, mais pourquoi te couper? Par exemple, fils de chien, tu vois? Allez, je vais le dire. Ça, c'est la traduction littéraire, mais bon. mais c'est pas ça. Ouais, c'est ça. Donc, quand tu dis ça à un enfant, et il y en a plein d'autres, hein, et ça, c'est pas la pire, hein. Mais comment tu veux qu'il grandisse? Comment tu veux que cet enfant-là, il va se développer? Comment tu veux que cet enfant, il ait une certaine confiance en lui? Ça va être compliqué. Je parlais avec un entrepreneur, il me disait que lui, il est boucher, il travaille avec il y a un ami aussi qui, en même temps que lui, ils se sont lancés dans la boucherie. Et il voit que la différence entre lui et son ami, c'est que lui, il dit que sa mère lui disait toujours, c'est un arabe, sa mère lui dirait toujours des paroles valorisantes. Lui disait que c'était le meilleur, qu'il pouvait y arriver, qu'il pouvait réussir, l'encourager. Ça change tout. Ça, c'est un truc qu'il faut correcter dans notre communauté. On ne peut pas éduquer des enfants en les insultant, en les frappant, tu vois. Ça tue. Ça tue le potentiel. Et en fait, on est capable de beaucoup de choses. Mais ce genre de comportement ne nous aide pas. Wallahi, ça nous aide pas. Ça ne nous fait pas avancer. Mais pour revenir au sujet, donc, comme je t'ai dit, c'était quoi déjà? Rappelle-moi la question. C'était le fait qu'on a un stéréotype de se dire qu'on va se mettre ensemble pour... Voilà, il y a ça. Donc, et en fait, oui, ça revient à ça, c'est que la deuxième chose, c'est ce fait de... En fait, il se passe plein de choses dans notre vie, et à un moment, il faut qu'on travaille sur nous-mêmes. À un moment, il faut qu'on travaille sur nous-mêmes. C'est-à-dire que ces croyances-là, c'est que des croyances, c'est des blocages, c'est des barrières mentales qu'on a dans notre tête, qui sont dues à plein de choses qu'on a vues dans notre vie. Mais à un moment, Allah, qu'est-ce qu'il dit Allah subhanahu wa ta'ala? Allah, il ne change pas l'état d'un peuple tant que les gens de ce peuple ne changent pas ce qui est en eux-mêmes. Exactement. Donc, ça veut dire que nous, aujourd'hui, on est beaucoup à parler, à critiquer, à dire des choses, mais on ne fait pas cet effort de travail sur nous-mêmes. Et de se dire que, en fait, surtout que les stéréotypes, ils sont là, il n'y a pas de souci. Mais aujourd'hui, si on a envie d'avancer et d'évoluer, on n'a pas le choix.
C'est-à-dire, on n'a pas, en fait, on peut pas refaire la roue. On n'a pas le choix. Donc, on doit chercher à comment faire pour se mettre ensemble. C'est-à-dire, en fait, aujourd'hui, peu importe ce qui s'est passé, si on doit voir psychologue, si on doit parler, si on doit voir thérapeute, moi, j'ai déjà vu psychologue. S'il y a des choses à réparer, parce que moi, j'ai une vision, j'ai envie de l'atteindre. Je m'en fous de qui je dois voir ou qu'est-ce que je dois lire ou qu'est-ce que je dois faire comme formation pour avancer et cheminer. Et ça, c'est un entrepreneur. Il va être confronté à des barrières et il doit défoncer ces barrières à chaque fois qu'il avance et qu'il chemine. Donc aujourd'hui, oui, ça, mais on n'a pas le choix. Regardez les autres communautés, comment elles fonctionnent. On n'a pas le choix. Ce qui fait que, pourquoi je dis aussi travailler sur nous-mêmes, c'est que, en vrai, il y a beaucoup de jalousie. Il y a beaucoup d'égoïsme. Il y a beaucoup d'individualisme. C'est ça ça nous tue. Il y a beaucoup quand je disais de jalousie, et tu sais, on va dire oui, non. Ça, c'est quelque chose, c'est universel. La jalousie, elle est universelle, ça date pas d'aujourd'hui. C'est universel. Hein? On demande à Allah subhanahu wa ta'ala, hein? Wa min sharri hasidin idha hasad. Et même au Bambara, on dit hasidi. C'est la même chose. Ouais. Hein? Le Bambara a fait beaucoup d'empreintes dans l'arabe et comme dans d'autres langues. Mais tu vois? Ça, c'est un peu dans toutes les langues. Donc, on dit la même chose. C'est le même mot. Et donc, c'est-à-dire c'est quelque chose qui existe, qui est là et qui est réel. Mais maintenant, on doit se dire, OK, on doit aller au-delà de cela pour qu'on puisse avancer et cheminer. Et c'est là où je me dis, tout le monde croit qu'on peut pas se mettre ensemble. Je veux pas dire que je l'ai fait pour prouver, mais peut-être, oui, pour montrer en tout cas que c'était possible. Pas pour prouver, mais pour montrer que c'était possible. Et donc, avant même qu'il y ait moins de ça, moi, ce que je fais, comme j'ai dit, j'étais en voyage avec certaines personnes, je connais des gens dans le monde rural, je dis, mais on s'entend super bien. Vraiment, on s'entend super bien, on s'aide, on se donne de la force. Et c'est là où je dis, je vais inviter plusieurs frères, que je m'entends bien, on s'aime bien, et je pense que, potentiellement, le fait de les combiner entre eux, ça peut faire quelque chose. Mais je ne sais pas quoi. Honnêtement, je fais le restaurant, c'est magnifique. On vient tous habillés, donc le thème c'était venir avec sa tenue et tout ça. C'était un moment qui était magnifique. Donc les frères ils redemandent. Donc on refait un événement et cet événement-là on le fait à la Motte-la-Jolie avec Malik Sissé que je passe le salam, machallah, où on a fait un foot. Et après on a fait un restaurant. Et aussi là, les frères ont dit non franchement c'est quelque chose. Viens, on monte le niveau et tout ça. Et moi je suis quelqu'un, j'aime bien voir grand. Tu vois, j'aime bien faire les choses en grand. Monter les standings à chaque fois. Monter les standings. Je veux pas... En fait, OK, on est des Africains, mais soyons dans l'excellence, en fait. Soyons dans l'excellence. Regardons... et c'est pour ça, après même le nom Mansa, regardons Mansa Moussa. Tu vois. Alors, il y a des bonnes choses qu'on peut relever dessus, il y a des mauvaises choses et tout ça. Mais d'un point de vue spirituel, d'un point de vue économique, l'excellence. Donc, soyons dans cet état d'esprit-là. Et donc, avec le frère Malik, le cofondateur des Monsa, que je remercie, je lui parle de ça. Je lui parle de, viens, on fait un vrai événement. Et donc, cet événement-là, on le fait à la Défense, dans un grand bâtiment qui s'appelle Cœur La Défense. Ouais, donc, c'est connu et voilà, c'est quand même assez prestigieux. Et je voulais aller là-bas pour qu'on s'élève, tu vois. C'était haut en étage. Et pour qu'on puisse voir aussi des entreprises, parce que quand tu es là-haut, tu regardes toutes les entreprises, tu vois Total, tu vois toutes ces sociétés-là, EDF et tout, et de nous inspirer, de nous impacter, et de se dire, regardez ce qu'ils ont fait. On les félicite, mais nous aussi, si on se met ensemble, eh ben, Inch'Allah, on pourra potentiellement faire cela. Et c'est comme ça que ça a commencé. Après, il y a eu les femmes aussi qui ont vu et qui ont dit, ouais, il faut faire aussi pour nous. Donc, on a fait pour les femmes. Et donc, aujourd'hui, c'est ça. Aujourd'hui, moi, ça, c'est vraiment, on se met ensemble, on s'entraide. Hein, nous, on a mis une phrase, une communauté unie, autodéterminée, qui se développe pour l'Afrique et le monde. Voilà. Donc, une communauté unie. Donc, la première chose, c'est de s'unir, de se mettre ensemble. Et une des valeurs qu'on a, c'est la valeur Ubuntu. Je suis car tu es car je suis. Parce que ce que les gens n'ont pas compris, le frère là que je vois en face de moi, toi, mon frère qui est en face de moi, tu es moi, moi je suis toi. Exactement. Si toi tu évolues, si toi tu montes, moi aussi j'évolue et je monte. Exactement. Même si moi-même je n'évolue pas, je monte. Parce qu'on est de la même chose. Exactement. Et même si on regarde à l'échelle de l'humanité, nous venons tous de Adam. Ouais. On vient tous de la même chose. Ouais, mais comme je t'ai même entendu une fois que le self-made, ça n'existe pas, ça marche pas dans l'entrepreneuriat. Est-ce que c'est un peu le même un exemple. Donnez-moi, déjà, je l'ai vu dans mon entrepreneuriat. J'ai vu ce truc-là que, en fait, finalement, ce qui m'a permis d'atteindre certains niveaux en entrepreneuriat, c'est les autres. C'est pas moi. C'est les connexions, c'est les autres. Et Bernard Tapie, il disait une phrase qui m'a énormément impacté et qui m'impacte
jusqu'aujourd'hui que je donne aux entrepreneurs, parce qu'aujourd'hui j'accompagne les entrepreneurs justement à passer ce cap de entrepreneur à chef d'entreprise. C'est pas pareil. Tu vois, chef d'entreprise, c'est-à-dire que là, tu es plus avec une équipe et tu diriges. Tiens, et moi, c'est ce que j'avais appris avec... j'avais intégré un incubateur et c'est ce que j'avais beaucoup appris. Et pourtant, j'étais même pas parti là-bas pour ça, mais c'est ce que j'avais beaucoup appris. Et de se dire, en fait, Bernard Tapie, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, un bon entrepreneur, c'est quelqu'un qui trouve des personnes meilleures que lui, qui arrive à les fédérer et à faire avancer un projet. Tu vois, l'entrepreneur, c'est pas lui qui fait tout. Et aujourd'hui, en vrai, les gens, ils essayent de faire tout. J'accompagne aussi des entrepreneurs qui sont à ce niveau où ils font la com, ils font le marketing, ils travaillent la vision, ils travaillent le programme, ils livrent. Et ils voient qu'à un moment, ils se perdent dans ça. Mais c'est comment ils arrivent à évoluer. Mais en fait, ce qui va te faire évoluer, déjà, c'est de faire plus d'argent, parce que si tu veux déléguer, il faut que tu fasses de l'argent. Mais ce qui va t'aider, c'est les autres. Et qui sont compétents. Et c'est eux-mêmes, dans l'idéal, Steve Jobs, il parlait de ça. Il dit, si je prends quelqu'un qui m'apprend pas quelque chose, mais en fait, il ne sert à rien. C'est lui qui doit m'apprendre, c'est lui qui doit me dire, au niveau du marketing. Vice-versa, il faut que toi aussi, tu sois une source d'apprentissage pour les autres. Bien sûr, par rapport à ce que tu as. Et c'est pour ça que, d'où l'importance en tant qu'entrepreneur, l'importance de se connaître, de savoir qui je suis, ce que j'ai. Genre, moi, je travaille avec des entrepreneurs qui ont un certain niveau. À la base, ils viennent pour travailler sur leur business. Mais en fait, à la fin, parce que l'entrepreneur est totalement lié à son entreprise. Ouais. Donc, l'entreprise est souvent et majoritairement le reflet de l'entrepreneur. Exactement. Donc, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'en fait, la chose qu'il faut travailler en premier, c'est l'entrepreneur. Exactement. C'est son état d'esprit. C'est sa spiritualité. C'est son leadership. C'est son art oratoire. Tous ces éléments-là, tous ces skills-là qui vont lui permettre de diriger sa compagnie. C'est extrêmement important. D'accord. Tu vois. Ok, ton point fort ou ce par quoi tu discutes tout le temps sur les réseaux sociaux, ton thème le plus central, c'est le tawakkul. Ouais. C'est-à-dire que l'unicité, un Allah unique seul, digne d'être adoré. Comment, toi, dans ton quotidien, tu arrives à faire le jumelage entre la foi et la quête du gain? C'est-à-dire un entrepreneur, il cherche à gagner. Mais dans cette quête du gain, on sait qu'il y a beaucoup de choses qui rentrent là-dedans. Est-ce que c'est compatible? Déjà, la première question que je vais te demander, comment tu arrives, ou est-ce que c'est compatible avec la foi? Mais c'est forcément compatible. Bon, en fait, si c'est dans la vie, faut pas s'inventer des trucs. Faut regarder ce qui s'est passé. Ouais. C'est plus facile. C'est le plus facile. Mais si on regarde, le prophète, alayhi salatu wa salam, mais c'était un commerçant? Ouais. Ou bien c'était pas un commerçant? Si. En fait, malheureusement, dans la communauté, il y a ce truc où on essaie de valoriser la pauvreté. Oui, quand t'es pauvre, là. Non, c'est... Alors, bien sûr, il y a des pauvres, il y a des riches et tout ça, il n'y a pas de souci. Moi, je suis pauvre, hein, j'accepte, j'ai pas de problème. Mais, quand on regarde vraiment, pourquoi on valorise pas la richesse à un moment? En fait, c'est ça. On peut valoriser la pauvreté, pas de souci, mais à un moment, il faut qu'aussi on valorise la richesse. Exactement. En fait, quand j'ai fait, parce que j'ai fait aussi des conférences, et j'ai fait une conférence sur la finance. Comment on arrive à s'élever financièrement et avoir de l'impact. Parce qu'on a beau dire être unis, avoir une communauté forte. J'aimerais bien t'inviter dans Mansa. Hein? Pour que tu ne parles de la finance. Non. Ah, mais pourquoi non? Tu m'as invité, tu refuses là devant toi, tu refuses mon invitation. Non, je ne refuse pas. Mais je voulais, bon, tu m'as surpris, mais j'accepte volontiers. Mais en fait, lui, il m'a dit que si, parce que notre communauté, c'est beaucoup plus religieux, on est beaucoup plus dans la religion, on est peu trop dans la religion, ça dépend, il y a le bon et le mauvais sens. Et si on se mettait les imams à parler de l'argent, de montrer que l'argent, ça rentre un peu dans le truc. Et de l'autre côté, les chrétiens ou d'autres religions, s'ils parlaient de cette culture de l'argent, ça peut beaucoup plus nous faire élever que le fait de faire des conférences et pour pouvoir dire les choses. Moi, je suis totalement d'accord avec toi. Je pense qu'aujourd'hui, c'est... moi, je parle pas vraiment d'argent parce que, en fait, ce que tu vas devenir, finalement, comment tu vas être,
la finalité, ça va être l'argent. C'est juste qu'il ne faut pas rechercher l'argent en premier, mais Inch'Allah, la finalité, ça sera l'argent. Mais ce que je veux dire, c'est que regardons dans l'histoire, regardons Omar ibn Khattab, regardez Abu Bakr. Quand le prophète, alayhi salatu wassalam, il y avait un problème dans la communauté. Non, c'est Ousmane ibn Affan même qui a acheté le paradis. Tu vois? Parce que le jour dont les Sahaba partaient pour la bataille, je me rappelle pas si c'est Uhud ou quelle bataille, c'est Ousmane qui a donné parce qu'il était très très riche. Ok. Et Dieu, il a promis le paradis depuis sur terre jusqu'à Et jusqu'aujourd'hui, il a des richesses. Jusqu'aujourd'hui, il y a des puits, il y a des choses, il y a des waqf, hein, il y a des choses qui tournent. Il a encore des comptes bancaires où il y a de l'argent et qui est distribué à la communauté. Jusqu'aujourd'hui. Ah ouais, ça je savais pas. Tu vois? Ah ben si, Inch'Allah, on a l'occasion de faire une Umrah. Inch'Allah. Et on va expliquer tout ça. Donc, en fait, c'est à un moment, il faut valoriser ce côté-là. Parce que, surtout dans ce monde-là, comme on vit, en vrai, qu'est-ce que tu fais sans argent à un moment? C'est compliqué. Tu vois? C'est extrêmement compliqué. Donc, je pense qu'il faut que ce côté, il ne faut pas qu'on ait tout innal a'mal biniyat. Les actes ne valent que par les intentions. Tu vois? Et donc, je disais, de regarder dans l'histoire, on voit qu'il y a pas mal de personnes. Khadija, radiallahu anha, pour les femmes, c'était une commerçante aussi, n'est-ce pas? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam travaille pour elle. Ouais. Donc, est-ce que c'est compatible? Est-ce qu'il y a débat sur ça? Revenons. Mansa Moussa? Est-ce qu'il y a débat sur ça? Non. Il n'y a pas débat. Tu peux être très spirituel et avoir beaucoup d'argent, c'est pas un problème. Mais comme je dis, l'argent que tu auras et tout ça, c'est déjà écrit. C'est déterminé auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le risque, c'est déjà déterminé. Ça y est. Donc, en vrai, il y a un des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit quand j'ai su que mon risque était déjà écrit et que ça y est, que c'était déterminé, je me suis apaisé. Tu vois? Et c'est ça en fait. C'est-à-dire qu'il ne faut pas faire de la richesse une quête, tu vois, mais il faut être en quête d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et d'ailleurs, un truc que je dis à tout le monde, que ce soit entrepreneur ou pas entrepreneur, Allah subhanahu wa ta'ala, déjà c'est revenir au Coran. C'est très important. Le Coran, c'est kalamullah subhanahu wa ta'ala, c'est la parole d'Allah. C'est pas une parole comme ça, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Révélé au prophète alayhi salatu wa salam. Le livre qui a le plus impacté le monde. Tout confondu, c'est le Coran. D'accord? Le prophète, la personne qui a le plus changé le monde, alayhi salatu wa salam, c'est le prophète alayhi salatu wa salam. C'est pas nous qui le disons, c'est les faits, c'est une réalité. D'accord? C'est un classement qu'ils ont fait, ils ont vu ça. D'accord? C'est la personne qui a le plus impacté le monde. Donc, le Coran. On doit revenir toujours au Coran. Revenons au Coran tout de suite. Qu'est-ce qu'il dit Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran? Allah, il dit quoi? Innal lazina yatluna kitab Allah wa aqamus salah. Ceux qui récitent le livre. Donc, entrepreneur, pas entrepreneur, et encore plus entrepreneur. On doit réciter le livre d'Allah. Ça va être notre guide pour avancer et cheminer sereinement. Regarde Omar ibn Khattab. Subhanallah, quand le professeur Sam il l'a dit, je vais le dire très rapidement pour pas prendre le temps, mais est-ce que tu m'aimes plus que toi-même? Et sur le coup, il a dit non. Après, il a réfléchi, il a dit non, en fait, Ya Rasulallah, je t'aime plus que moi-même. Parce que sans toi, sans ce que tu nous as apporté, le Coran, je ne serais pas ce que je suis. Peut-être que je serais en enfer. Peut-être que j'aurais pas été guidé, etc., etc. Donc, tu vois, revenir au Coran. Donc, ceux qui récitent le livre. Inna lazina yatluna kitab Allah wa aqamus salah. Et qui font la prière. Parce que, en vrai, il y a des gens qui récitent le livre, mais qui ne font pas la prière. Il y a des gens qui ne sont pas musulmans. Parce que ce qui va nous distinguer, qui va faire la différence entre nous et les non-croyants, c'est de prier. D'accord? Et qui donnent et qui dépensent de ce qu'on leur a donné de manière cachée ou apparente. Yarjuna tijaratan lan tabour. Ils espèrent faire ils sont dans un commerce avec Allah qui ne périra jamais. Et Allah, il a utilisé le mot commerce. Donc, tous les entrepreneurs qui me regardent là, futurs entrepreneurs, surtout ceux qui ont envie d'être entrepreneurs, premier entrepreneuriat, premier business, le commerce avec Allah. Premier business. C'est la première chose. Parce que nous, on est persuadés que notre vie ne s'arrête pas ici. Exactement. Il ne faut pas qu'on dise la richesse, ça finit pas ici. Toute âme goûtera la mort. Exactement. Et c'est quoi qui va rester?
c'est quoi qui va rester? Donc, si tu as réussi déjà ce premier commerce, alhamdulillah, tu vas réussir ici-bas et dans l'au-delà. Maintenant, tu peux aussi entreprendre ton business que toi tu veux faire, mais toujours avec cette image, cette notion de je reviens à la parole prophétique, je reviens au Coran. C'est très important. C'est très important. Alors, Mohamed, pour finir, c'est très très intéressant. On est sur la fin déjà. Malheureusement. Sinon j'avais des choses à dire encore. Hein. Beaucoup de choses. Khair, Inch'Allah. Mais bon, on aura le temps, Inch'Allah. Voilà, ça dépendra des gens. Voilà, donc dites-nous en commentaire si le débat il est très passionnant. Donc, on va essayer de se trouver du temps pour encore rediscuter de choses qui ont été dites et aussi d'autres sujets. Parce que je sais que tu as beaucoup de choses à dire. Mais bon, malheureusement, on est limité par le temps. Donc, on va finir par le fait c'est pas pour montrer qu'on est le plus sage ou nous sommes les plus pieux, mais d'habitude, sur ce plateau, pour tous les invités qui viennent, je leur demande leurs conseils, c'est-à-dire leur expérience de vie à partager pour la jeunesse de la diaspora en particulier, parce que nous sommes ici, mais en Afrique, au Mali, de façon plus générale. Quel est ton message que tu pourras faire passer? Inch'Allah, le message sera ce que moi j'ai vécu. Tu sais, aujourd'hui, je parle du Coran parce que le Coran a changé ma vie. Ça m'a impacté, ça m'a donné envie d'en savoir plus et ça a totalement changé ma vision de la vie et ce que j'ai envie de faire et de ce que j'ai envie d'entreprendre. Et je remercie Allah subhanahu wa ta'ala de m'avoir guidé pour le Coran parce qu'aujourd'hui, alhamdulillah, je suis bien avec mes parents. Ça m'a imposé, limite, voilà, d'être bien avec mes parents, parce que si je veux être bien avec Allah, il faut que je sois bien avec mes parents. Et donc, ça m'a amené une certaine baraka. Ça m'a donné cette envie de me structurer, d'être propre, d'avoir une famille, de faire des enfants, de rester vraiment propre et de se dire qu'en fait, comme il dit Allah subhanahu wa ta'ala, ce livre, il nous guide vers ce qu'il y a de meilleur. Exactement. Tu vois. Donc, le premier conseil, c'est de revenir au Coran. C'est vraiment, c'est le premier conseil, revenir au Coran. Surtout nous qui sommes des entrepreneurs. Il y a beaucoup de choses. Quand je dis revenir au Coran, par exemple, quand on entreprend, on se montre beaucoup. C'est pour ça que je t'ai dit, j'ai pas envie de parler beaucoup de tout ce que je fais et tout ça. Il y a de la jalousie dans nos communautés. C'est réel. J'ai été impacté par ça. Tu vois, j'ai été bloqué. À un moment, j'arrivais même pas à faire des choses. Je comprenais pas. Tu vois. Mais quand je dis revenir au Coran, par exemple, si tu sens qu'il y a de la jalousie et tout, ben tu récites Surat al-Falaq. Qul a'udhu bi rabbil falaq. Hein, et je passe, et à la fin, wa min sharri hasidin idha hasad. Donc tout ça, mais avec cette foi de se dire que ça va m'impacter, tu vois. Et comme on sait, par exemple, ces sourates-là, c'est récité le matin, le soir, etc. Donc, 1, c'est revenir au Coran. 2, travailler sur soi. En fait, au bout d'un moment, on a grandi d'une certaine manière. Et je parle surtout à nous, les Westaf. Ouais. On a grandi avec beaucoup de difficultés, de problématiques. Mais c'est pas pour autant qu'on ne doit pas faire. Ouais. Et leur dire, Wallahi, je sais pas pourquoi. Moi, je crois en ça. On a tous un potentiel. Tous. Je sais que ça fait 13 dev perso, mais c'est une réalité. Allah subhanahu wa ta'ala nous a mis dans cette terre pour une fonction, pour quelque chose. J'aime bien dire, ta vie, elle commence vraiment à partir du moment où tu sais qui tu es, ce que tu dois faire et pourquoi tu dois le faire. Sachant que c'est totalement relié à un verset du Coran. C'est pour ça que je dis qu'il faut revenir au Coran. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Nous avons été créés pour adorer Allah. Si on prend la définition aussi, on prend la racine du mot ya'budun, on le remet à la racine, au masdar, à abada, et qu'on cherche un peu plus de profondeur dans la connaissance de ce mot, on voit qu'il y a aussi cette notion de connaître Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a aussi cette notion de le servir, de se mettre à son service. Et si on revient encore au Coran dans Surat al-Fatiha, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Voilà, c'est ça, la vie. Iyyaka na'budu, c'est toi que nous servons, c'est toi que nous adorons. Et c'est à toi, justement, et là on revient au tawakkul, c'est toi qu'on demande. Nous, on n'a rien. C'est à toi qu'on demande. C'est toi qui vas nous donner. Donc celui aujourd'hui qui veut des choses, il veut pas être avec Allah. Nous, on est pauvres. Allah nous appelle comme ça, on est faibles. C'est lui le riche. Quand on prend conscience de notre faiblesse et qu'on se connecte aux riches, aux puissants, aux forts, c'est là où on se développe. Mais en tout cas, tout le monde a un potentiel, justement, qu'on doit mettre au service de l'humanité. Mais pour cela, il faut travailler sur soi. Il faut travailler sur soi. Il faut apprendre à se connaître. Il faut savoir qui on est. C'est très, très, très important. Comment je fonctionne. Mon esprit, je suis plutôt analytique. Voilà, il faut vraiment
faire un vrai travail sur soi. Donc vraiment faire ce travail sur soi. Et donc il y a la connaissance de soi, mais il y a aussi sa psychologie, son état d'esprit, sa spiritualité, son état d'esprit. J'aime bien dire la psychospiritualité. D'accord? Et c'est pour ça que quand je développe des concepts comme le tawakkul, je parle du tawakkul, le frère qui s'est plus spécialisé, Malik Sall, dans la baraka, on parle de sobre, on parle de shukr, sobre qui est la patience, la persévérance, le shukr qui est la gratitude. Tous ces concepts-là, en fait, ce sont des états psychologiques qui te permettent surtout en tant qu'entrepreneur d'avancer et de cheminer. Et si je devais donner une troisième chose, c'est vous ne réussirez jamais seul. Vous ne réussirez jamais seul. S'il vous plaît, enlevez-vous cela de la tête. Si on veut vraiment réussir, si on veut que le Mali réussisse, les Maliens, les Sénégalais, les Africains, tous, il faut qu'on réussisse à se mettre ensemble. On n'a pas le choix. Exactement. Donc, à petite échelle, parlant à l'entrepreneur, essaye de penser, déjà, justement, de travailler sur toi, d'avoir ta vision pour pouvoir fédérer des personnes à ta vision qui vont vouloir t'accompagner et t'aider dans ce chemin-là. D'accord. C'est important. Mais c'est vraiment ce truc de on ne réussit pas seul, on réussit avec l'autre. Je vais finir par, comme j'ai dit tout à l'heure, je suis car tu es car je suis. Ubuntu. D'accord. Bah, c'est sur cette phrase-là qu'on va mettre fin à cet épisode très, très passionnant. Donc, n'hésitez pas, n'oubliez pas la prochaine fois, plus de temps. Hein. Il y a pas de souci. T'as limité, là. Il n'y a pas de souci. Ben, n'hésitez pas à nous donner vos avis en commentaire, surtout si vous voulez une deuxième partie de cet épisode. Et n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager surtout. Ça va nous faire beaucoup plus de bien pour vous apporter toujours des invités de qualité et pour pouvoir passer le message à notre communauté, à parler à notre communauté surtout sur des sujets divers et variés, notamment la finance, la culture de la gagne. Et c'était pour vous le Djandio de Mohamed. Merci beaucoup à vous et à très très bientôt. Prenez soin de vous. Merci. Bientôt le Djandio. Ton Djandio bientôt. Hein.